Où l'on reparle du loup. Après la tenue ce vendredi d'un comité grand carnivore, la préfecture des Vosges dressait ce lundi un état des lieux dans le département, ciblé sur un individu qui sévit dans la plaine et en Haute-Marne. On a eu des attaques en nombre sur des exploitations, dont une exploitation protégée, c'est-à-dire avec les dispositifs de protection contre le loup qui sont prévus. On a depuis le 1er janvier, c'est-à-dire assez récemment, une soixantaine de bêtes qui ont été tuées. On sait que en Haute-Marne, c'est-à-dire à quelques kilomètres, on a aussi près d'une cinquantaine d'animaux. Donc concomitamment, que ce soit en Haute-Marne ou dans les Vosges, on se met en situation de prendre des tirs de défense simples qui permettront de se défendre, ou en tout cas d'assurer qu'il effarouchement, ou en tout cas bien protéger l'exploitation qui a été concernée. Une des dernières attaques a notamment marqué les esprits, 18 brebis tuées et 16 blessés à Contrexéville dans la nuit du 1er au 2 janvier. L'heure est donc à l'action, même s'il est hors de question pour l'instant d'éliminer le canidé. C'est-à-dire que le tir va concerner la parcelle sur laquelle le troupeau a été attaqué à plusieurs reprises. Et donc là, le but, c'est vraiment d'effaroucher l'animal. Le propriétaire de la parcelle aura le droit de tirer pour faire fuir l'animal. Et ensuite, vous avez une graduation vers des tirs de défense renforcés, etc. L'étape ultime, c'est le tir de prélèvement de l'animal. On n'en est pas là. L'Office français de la biodiversité est intervenu pour recueillir des indices, urines et matières fécales pour identifier l'animal et pour dresser les constats d'attaque qui feront foi pour indemniser les exploitants. Pour l'heure et en dépit de la pose de pièges photographiques, on ne sait pas grand-chose sur ce loup, son origine, notamment italienne ou germanique, mais aussi et surtout sur son comportement atypique. On voit bien qu'il y a de l'excès là, dans la consommation. On a un comportement quasiment déviant de ce loup par rapport à ce qu'on connaît. On est en présence d'individus qui sont à la recherche d'un territoire, qui sont capables d'effectuer de très très longs déplacements. Ce loup qui est là actuellement, c'est probablement un jeune individu qui cherche un territoire et encore une fois, on ne sait pas du tout où il va se fixer. L'expansion de l'animal désormais présent quasiment partout sur le territoire national pose toujours la même question, celle de la cohabitation avec un élevage de plein air. Selon l'OFB, on recenserait un peu plus de 1100 individus en France, avec un plan de tir établi en 2025 à 192 loups, dont le statut d'animal strictement protégé va être rétrogradé par l'Union européenne en animal protégé à compter du mois de mars. On n'a donc pas fini d'entendre parler du loup et de sa coexistence avec l'homme dans les Vosges comme ailleurs. Ils font partie des premiers sapeurs-pompiers qui ont décollé pour porter secours. Après 15 jours de mission à Mayotte, deux Aubois, Paul Thieffen et Ludovic Cadet sont de retour. Une aventure humaine hors du commun auprès de la population mahoraise. Je me suis mis à disposition le 14, le 15 j'ai eu une réponse positive disant que je partais, le 16 j'étais dans l'avion. Du fait d'être infirmier anesthésie, j'ai été positionné au niveau du bloc opératoire. On avait 2 salles d'opération. C'était principalement les conditions thermiques qui étaient très compliquées, des températures assez élevées. On a à peu près 35 degrés sur l'extérieur dans nos tentes. Malgré la climatisation, on montait jusqu'à 40 degrés à l'intérieur des tentes, avec une humidité qui était un petit peu plus faible. Jusqu'à 25 opérations par jour dans un hôpital de campagne, des amputations, des naissances aussi, qui ont marqué le père de famille. Le lieutenant Cadet a lui aussi choisi de quitter ses proches pour intégrer l'un des 2 groupes de commandement logistique. Notre mission, quand on est arrivé, a été de découper l'île, Mayotte, Petite Terre et Grande Terre, en 4 secteurs pour pouvoir être un petit peu plus efficace justement sur la gestion et la remontée d'informations après le passage du cyclone. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est le silence. C'est les dégâts qu'on peut déjà voir et observer et tout ça, c'est lié qu'il y a quasiment plus rien qui bouge. Et donc oui, forcément, on se sent utile quand c'est comme ça, parce qu'on sait qu'il va falloir gérer beaucoup de monde pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir dégager les routes, parce que c'était ça aussi l'ambition, c'est ce qu'on appelle ouvrir des itinéraires. Dégager les routes, sécuriser les bâtiments, apporter les premiers soins, autant de missions au plus près de la population. Plusieurs milliers de militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers ont rejoint le département d'Outre-mer, violemment touché par le cyclone Chido le 5 décembre dernier. Mais il faut s'imaginer que sur les villages entiers, il n'y a plus aucun toit. On est quand même dans la saison des pluies, donc on avait quand même des orages, à peu près 1 à 2 orages par jour. Il y a des endroits où ça soit sur le secteur centre ou nord, où tout est dévasté, tout a été explosé. On aura dit le souffle comme d'une bombe nucléaire, et ça a tout arraché, tout émietté. Enfin, mais c'est impressionnant.
Les deux pompiers ont réintégré leur caserne les 2 et 5 janvier dernier, une expérience qu'ils partagent avec leurs camarades. Très fatigué. Non, c'était une mission très fatigante, éprouvante au niveau physique, ça c'est sûr. Donc j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre, voilà, mais je pense qu'il faut se reposer et puis en discuter un petit peu avec nos collègues. J'ai quand même eu la chance d'avoir un collègue qui est parti aussi sur place sur un autre type de mission, mais voilà, avec qui on a pu échanger. Malgré la fatigue et les conditions hors normes, les 2 sapeurs-pompiers se disent prêts à repartir. La perte d'emploi et la baisse démographique ne sont pas des fatalités. Pour s'en convaincre, direction la Plaine, marquée par la récente suppression de 170 postes chez Nestlé Waters. Ici, sur la zone d'activité d'Auzunvilliers, à 2 pas de Vittel, Contrexéville et Bulgnéville, 3 entreprises sont installées, 150 emplois. Et l'ancienne base aérienne 902 pourrait accueillir une plateforme logistique de la société Link City, filiale du géant de l'immobilier Bouygues. Le permis de construire devrait être déposé fin 2025, tout début 2026, jusqu'à 200 emplois sont annoncés. Un projet porté par la communauté de communes Terre d'Eau. Ce qui a fait la différence, c'est surtout l'axe nord-sud avec la 31, c'est surtout le Y vosgien, c'est ce qui nous a permis aussi de vendre cette zone au meilleur prix, au meilleur coût. L'objectif étant pas de faire de la plus-value, l'objectif c'est de fixer des personnes sur notre territoire, des personnes qui consommeront sur notre territoire, qui vivront sur notre territoire, qui iront dans les écoles, qui profiteront de la santé. Donc c'est vraiment une logique qui va au-delà que l'aspect économique et financier pur. Ça nécessite pour la communauté de communes une réflexion globale sur les villages, enfin les maisons qui seraient à réhabiliter sur notre secteur. Et d'ailleurs, on y travaille aussi dans ce cadre-là, de façon à voir comment on peut loger les gens. Mais on a quand même à côté des villes comme Vittel, Contrexéville, qui pourront à un moment apporter du locatif de façon assez importante. Sur les 72 hectares de la zone d'activité, Link City souhaite en aménager 22, dont 9 de bâtiments. Une perspective à laquelle s'associe notamment le conseil départemental avec une réhabilitation de la route menant à l'A31. 15 hectares resteraient ainsi disponibles pour un parc photovoltaïque de la société Urbasolar, un opérateur qui vient justement d'entamer l'aménagement, zone de la Croisette à Vittel, d'une centrale de 5 hectares. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une zone humide en plein milieu qui n'était pas mise en valeur, qui sera mise en valeur, puisqu'elle sera totalement protégée et sera, entre guillemets, remise au goût du jour. Les panneaux solaires sous lesquels pourront paître des moutons produiront 5800 MWh par an, l'équivalent de la consommation de 2800 personnes, 60% des habitants de la cité thermale. Si vous arrivez à faire de l'autoconsommation, ne serait-ce que sur une infrastructure sportive, ça permet de baisser les coûts de la collectivité et ça permet surtout de répondre aux attentes aussi des usagers puisqu'ils pourront avoir des ouvertures qui seront plus amples. Le soutien à la création d'emplois et l'installation de sites de production d'énergie renouvelable sont 2 enjeux majeurs pour les collectivités. Selon l'INSEE, la population de la communauté de communes Terre d'Eau est passée de 18 150 habitants en 2015 à 17 230 en 2021, une baisse démographique que ces projets entendent combattre. Pommiers, mirabelliers, poiriers ou encore cerisiers, il y en a pour tous les goûts. Ces petits brins d'arbres appelés des sions sont proposés à la vente pour le plus grand plaisir des amateurs de jardinage. Certains ont même fait plusieurs dizaines de kilomètres pour venir en chercher. J'habite près de Pont-à-Mousson. C'est un endroit où c'est qu'on trouve des arbres de qualité avec les variétés qu'on veut, les porte-greffes qu'on veut. C'est assez réputé, il y a du choix et ça fait plusieurs fois que je viens et je suis pas déçu. D'autres, comme Florian et Stéphane, recherchent la perle rare pour leur verger. On est venu pour voir un peu les variétés, pour voir tout ce qu'il y avait. J'ai un verger, voilà, donc on s'intéresse, on est venu voir ce qu'il y avait. Je vais partir au minimum avec un poirier et un pommier pour planter, voilà. Je vais voir un peu les variétés qu'il y a, essayer de trouver quelque chose d'ancien qu'on n'a pas encore, qui va nous surprendre. Après les avoir chargés dans la voiture, direction le jardin pour les planter. L'hiver est une période clé pour installer de nouveaux arbres fruitiers. En janvier, la végétation est au repos, une condition idéale pour une bonne reprise des racines. Dans le verger, le nouveau pommier a trouvé une place bien précise.
Je ne plante pas tous les ans, hein, voilà. Là, j'ai des arbres qui sont anciens. On a envie de se faire plaisir, de replanter un peu. Étape par étape, la plantation se fait avec minutie. Creuser un trou large, ameublir la terre, positionner l'arbre avec soin. Le vent dominant est dans mon dos. Je mets la plus grande racine pour qu'elle fasse un levier. Dans quelques saisons, ce pommier offrira ses premiers fruits. Les jardins de la Connexie, eux, proposent cette vente d'arbres fruitiers jusqu'au 14 mars. Jean-Sébastien Piot poursuit l'engagement familial pour entretenir la demeure fortifiée d'Arrentière, un défi bien loin du concept de la vie de château. Je sais que ma famille est arrivée en 1650, donc il est habité, c'est pas très confortable, hein. On a du mal à chauffer, il y a des endroits où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Je reprends un peu, on va dire, la suite de mon père, qui est décédé il y a 2 ans. Et ma mère m'a demandé de m'occuper un peu de la maison, et ce qui l'a préoccupé le plus, c'était la toiture. Après avoir remplacé 800 tuiles sur cette section du bâtiment, l'objectif pour cette année est la réfection d'une partie non classée datant du 19e siècle. En raison de la pente insuffisante du toit, un changement de modèle de tuiles est nécessaire. C'est toute la dépendance que vous voyez ici. Donc on en revient après à cette idée de l'ouvrir pour des mariages, de faire vivre la maison et de faire des revenus qui permettront de payer les prochaines toitures, les prochains murs. Le coût de ces travaux est estimé à près de 40 000 €. Bien que ce site soit inscrit sur la plateforme de la Fondation du patrimoine pour collecter des dons, un soutien de 20 000 € a été accordé fin décembre dans le cadre du programme Patrimoine et tourisme local en partenariat avec Airbnb, une aide précieuse pour le propriétaire. Moi, je n'entendais pas du tout à ça, je ne connaissais pas ce programme. C'est une bonne chose, ça aide les vieilles pierres, c'est super quoi. Jusqu'à présent, le château d'Arrentière ouvrait ses portes au public uniquement lors des journées du patrimoine. En contrepartie du soutien financier reçu, il sera intégré au circuit touristique de la Côte des Bars pour des visites en juillet et en septembre sur une période d'1 mois et demi. C'est aussi un choix d'ouvrir la maison pour qu'elle vive, quoi. Alors ils pourront faire le tour des fossés, mais je pense qu'on laissera la grande cave ouverte, celle-là. Ça vous fait plaisir ? Oui, que la maison vive toujours. Si la construction de la salle de mariage est envisagée d'ici 10 ans, de son vivant, il espère entreprendre l'un des rêves de son père en restaurant les murs d'enceinte, aujourd'hui protégés par ce talus. Quand mon père a racheté la maison, il y avait des arbres partout. Des arbres dont les branches pouvaient percer les fenêtres de la maison. Donc en fait, il a fait énormément de travaux. Sa plus grande satisfaction reste de voir son fils partager la même passion pour la sauvegarde du château d'Arrentière, dont les besoins en restauration s'inscrivent sur le long terme.